Imaginez un instant, la promesse, là, d'un corps en santé perpétuelle. Hmm, C'est presque une quête de l'immortalité, mais rendue possible par l'intelligence artificielle et les mégadonnées. C'est une idée vertigineuse, et c'est au cœur de notre analyse aujourd'hui. oui, On va s'appuyer sur un texte de Pierre Fraser, qui est linguiste et sociologue. Le titre, c'est IA et transhumanisme. Et sa thèse de départ, elle est simple, mais en même temps radicale. Notre corps serait en train de devenir avant tout un ensemble de données. exactement. Et c'est vraiment cette transformation qui ouvre la porte à un concept que Fraser, lui, met au centre de tout. C'est la transparence du corps. La transparence du corps. Oui, l'idée que notre biologie, avec tous ses secrets, pourrait bientôt être lue comme un livre ouvert, totalement déchiffrable par des algorithmes. Et c'est le point de départ de toutes les promesses, mais aussi, on va le voir, de tous les dangers. Alors, commençons par la promesse. La plus spectaculaire, Fraser utilise une image qui frappe, je trouve, le bistouri numérique dopé à l'IA. Oui. Concrètement, ça veut dire qu'un médecin, face à un cas de cancer du sein, par exemple, ne serait plus seul. Il aurait un outil capable d'analyser en une fraction de seconde des millions de cas similaires dans le monde entier. En croisant toutes les données génétiques, les images médicales, les traitements. Et leurs résultats. La précision du diagnostic, elle deviendrait redoutable. Absolument. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est ce que ça change pour le patient, au quotidien. Et là, Fraser identifie deux impacts majeurs. Le premier, il est très direct. Oui, C'est la fin de l'attente angoissante. Fini les jours, les semaines à attendre les résultats d'une biopsie. Là, la machine pourrait donner une réponse quasi instantanée. C'est quand même une énorme source de stress qui disparaîtrait. ah oui, ça on voit tout de suite le bénéfice humain. Moins d'angoisse, c'est fondamental. Mais le deuxième point, il est plus philosophique, je trouve, presque plus troublant. Beaucoup plus. Fraser parle du concept grec de pathématos, C'est-à-dire, la connaissance par l'épreuve, par la souffrance. Historiquement, la maladie, c'est une épreuve. Ça nous apprend quelque chose sur notre propre finitude, sur la vie. Et la promesse de cette technologie, c'est d'évacuer complètement cette dimension. ah, La maladie ne serait plus une tragédie humaine à traverser, mais juste un problème technique à résoudre. On ne traite plus un individu qui souffre, on corrige une anomalie dans un système de données. attendez, mais ça change tout. Si on nous enlève cette connaissance par la souffrance, est-ce qu'on ne risque pas de perdre une part de notre humanité? C'est une bascule philosophique énorme qu'il met en lumière. C'est exactement la question sous-jacente. L'objectif, c'est de contourner l'épreuve. Et cette logique, elle est poussée à son maximum quand on ajoute la génomique dans l'équation. Là, on change complètement d'échelle. Parce qu'on n'est même plus en train de traiter une maladie qui s'est déclarée. Non. Avec les données génétiques, la promesse devient, et là je cite Veil Fraser, de maintenir définitivement les gens en santé. On ne répare plus, on anticipe. On veut déceler la maladie avant même qu'elle apparaisse. Voilà, on combine tout, les données cliniques, l'imagerie, le mode de vie, et puis le séquençage complet de l'ADN. Et on arrive à ce que Fraser appelle la numérisation de soi. La numérisation de soi. Chaque individu devient un profil de données, une sorte de double numérique qui permet de modéliser ses risques futurs avec une précision inouïe. Et c'est ça, le corps ultimement transparent. Notre biologie n'a plus de secret pour la machine. C'est fascinant et un peu vertigineux quand même. Vertigineux, c'est le mot. Surtout quand on pense que ça ne s'arrête pas à notre relation avec notre médecin. Fraser, il élargit tout de suite ça à la santé publique. Il explique qu'en agrégeant ces données, on peut y ajouter des infos qu'il appelle sociographiques. Et là, on touche à quelque chose de beaucoup plus sensible. Les données sociographiques, c'est le milieu de vie, le code postal, le revenu, l'ethnicité, le niveau d'éducation. Des choses qui n'ont a priori rien de médical. Rien. Et l'idée serait de les utiliser pour que les autorités de santé publique puissent mener des actions de prévention ultra ciblées sur des groupes de population jugés à risque. Il donne même un exemple très concret. Il imagine des applications mobiles où l'on pourrait télécharger des cartes de facteurs de risque personnalisées. C'est ça? Votre téléphone pourrait vous alerter un « Attention, vu votre profil génétique et votre lieu de résidence, votre risque de développer telle maladie augmente de 20%. » C'est une vision de la prévention qui est extrêmement proactive, c'est vrai, mais qui ouvre la porte à des dérives très très inquiétantes. Et c'est le revers de la médaille que Fraser identifie très clairement. Le risque immense de stigmatiser des populations.
Mais c'est terrifiant en fait. On ne parle plus d'un risque individuel, Non, plus du tout. mais d'un risque collectif assigné à un groupe. Un quartier entier pourrait être étiqueté zone à haut risque cardiovasculaire. On crée des sortes de castes sanitaires. Absolument. On bascule dans une sorte de minority report médical. Des populations entières sont jugées non pas sur ce qu'elles font, mais sur leurs prédispositions statistiques. Et Fraser nous alerte, ces profils pourraient avoir des conséquences très concrètes. Une hausse des primes d'assurance, des difficultés pour un prêt, de la discrimination à l'emploi. La transparence du corps pour la médecine devient une transparence sociale pour les assureurs. Et les employeurs. C'est ça. Et le lieu où toute cette logique de la donnée se matérialise, c'est l'hôpital. Fraser le décrit comme un milieu hautement générateur de données. C'est vrai quand on y pense, tout est une donnée. Les admissions, les résultats de labo, l'imagerie, Même les plateaux repas. C'est une mine d'or informationnelle une mine d'or. que beaucoup aimeraient exploiter. La vision, c'est des portails d'informations partagés où tout le monde, le patient, la famille, les médecins, les chercheurs, aurait une vision à 360 degrés en temps réel. Mhm. Et ça implique logiquement, et c'est un point crucial, une pression énorme pour faire tomber les barrières qui protègent aujourd'hui les données médicales. Mais est-ce que c'est réaliste, ça? On parle de données ultra sensibles, le secret médical. Les gens ne vont jamais accepter. La question n'est peut-être pas l'acceptation, mais la pression. Fraser suggère que les administrateurs d'hôpitaux, pour l'efficacité, et les chercheurs, pour la science, vont pousser très fort pour un accès universel à ces données. La logique sera: comment justifier de garder ces infos en silo si en les partageant, on peut sauver des vies? D'accord. La notion même de confidentialité médicale pourrait être, Complètement dynamité. c'est ça, confinée à un médecin et un patient, ça pourrait disparaître. Et c'est au milieu de ce tableau, d'une surveillance totale qui semble si froide, que Fraser avance l'idée la plus paradoxale de son texte. Il suggère que cette hyper-technologie pourrait, contre toute attente, mener à une médecine moins déshumanisante, plus empathique. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouf, c'est complètement contre-intuitif. Ça l'est, mais sa logique se tient. Il part d'une critique assez féroce de la médecine actuelle. Il la décrit comme hyper spécialisée, technicienne, parfois méprisante. Une médecine qui traite des organes déréglés et qui oublie l'individu derrière. D'accord. Le pari, et il insiste sur ce mot, c'est que si l'IA et les algorithmes prennent en charge toutes les tâches techniques, l'analyse de données, le diagnostic, ça pourrait libérer un temps précieux pour les soignants, Un temps qu'il pourrait consacrer à l'humain. à l'écoute, à l'accompagnement, à l'empathie. C'est l'hypothèse. Ce serait peut-être, dit-il, le moment d'une médecine holistique. La technologie gère le corps-machine et l'humain s'occupe de la personne. C'est un beau pari, mais bon. Ça repose sur l'idée que les institutions de santé utiliseront ce gain de productivité pour améliorer la qualité du soin. Et non pas simplement pour augmenter la cadence. Voilà. Voir plus de patients à la chaîne. C'est un si de taille quand même. Énorme. Et Fraser est le premier à le reconnaître. Il prend bien soin de préciser que tout ça, ça relève de la pure spéculation. Par contre, ce qui n'est pas du tout une spéculation, c'est la collecte massive de données. Elle est déjà en cours. La promesse d'empathie est hypothétique, mais la surveillance, elle, est bien réelle. Et après avoir volé à 30 000 pieds avec ces concepts, Fraser nous fait atterrir de manière assez brutale. Il nous ramène à la réalité la plus fondamentale, ce que veut un patient avant toute chose. Et ce n'est pas un bistouri numérique ou un profil de risque génétique. Ce que tous les patients désirent, nous dit-il, c'est un accès simple et rapide à un spécialiste et pour une seule raison: soulager leur angoisse existentielle. Face à la maladie, à l'incertitude, Oui, c'est le point d'ancrage de toute sa démonstration. C'est d'une simplicité désarmante, mais c'est essentiel. Toute la technologie du monde, aussi brillante soit-elle, est vouée à l'échec si elle ne répond pas d'abord à ce besoin primaire. absolument. C'est le bug fondamental du système. Avant de rêver de décoder tout le génome pour prédire les 50 prochaines années, il y a des problèmes beaucoup plus urgents. Comment on prend un rendez-vous sans passer 3 heures au téléphone? Comment on renouvelle une ordonnance sans que ce soit un parcours du combattant? Exactement. Le patient, il ne cherche pas d'abord à optimiser sa biologie, il cherche à être rassuré. Maintenant. C'est ça la grande ironie qu'il souligne. On imagine des IA capables de percer les secrets de nos cellules, mais on est incapable de mettre en place un système de prise de rendez-vous efficace. On a cette tension incroyable entre l'imagination sans limite des ingénieurs et
Le besoin très simple de l'individu inquiet qui veut juste parler à quelqu'un. Et Fraser insiste, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Si la technologie ne résout pas d'abord ses problèmes de base, si elle n'apaise pas cette angoisse, elle sera toujours perçue comme une menace ou un gadget inutile. Elle ne gagnera jamais la confiance nécessaire. Finalement, ce qui ressort de cette lecture, c'est cette tension permanente. D'un côté, une promesse technologique quasi divine de santé parfaite, et de l'autre, une réalité humaine très simple, la peur. La peur de la douleur, de l'inconnu, de la mort. Et toute cette construction de la médecine prédictive à la stigmatisation en passant par le paradoxe d'une médecine plus humaine, tout tourne autour de la gestion de cette peur. Et c'est ce qui nous amène à la pensée finale de Fraser, qui est particulièrement provocatrice. Il suggère que c'est précisément une fois que notre angoisse de base sera contenue, une fois que l'accès aux soins sera simple, rapide, rassurant, que les vannes de l'imagination s'ouvriront vraiment. Ah, À ce moment-là, rassurés, nous pourrions être prêts à tout accepter, y compris, dit-il, que notre corps devienne entièrement transparent pour le corps hospitalier, l'État et l'entreprise privée. autrement dit, notre besoin d'être rassuré serait la clé, qui ouvre la porte à tout le reste. C'est la question qui nous laisse en suspens. Que se passe-t-il lorsque nos peurs les plus profondes et notre désir de sécurité deviennent le principal argument pour autoriser la marchandisation et la surveillance complète de notre propre biologie? C'est sur cette interrogation, à la fois fondamentale et un peu glaçante, que se termine sa réflexion.